Bienvenue, bienvenue. Merci d'être présente et présent pour cette table ronde consacrée à un environnement de plus en plus complexe et la manière d'y évoluer. Cet événement a requis la participation de pas moins de 6 institutions différentes, de taille variable, mais compte tenu de l'importance du thème. Le CREAR d'abord, Marie Kratz en dira peut-être quelques points tout à l'heure, mais beaucoup d'entre vous le connaissent. Le LABEX, BFA, la chaire de la complexité, le partenaire de la chaire qui est Orange. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui participe et qui s'implique dans cette table ronde. C'est un format un petit peu nouveau d'une activité de la chaire de la complexité menée en partenariat avec les partenaires que je viens d'évoquer. Et c'est un immense plaisir et honneur d'accueillir Marie Kratz, professeure de statistique et probabilité à l'ESSEC et actuaire, et Michel Dacoronia, physicien, docteur en physique et conseiller scientifique du président de SCORE. Je suis moi-même Laurent Hibard, titulaire de la chaire Edgar Morin de la complexité à l'ESSEC. Et cet événement a pris naissance lors d'une discussion dans un colloque organisé par notre collègue François Longin sur les événements extrêmes. C'était en décembre à l'abbaye de Royaumont, décembre 2014. Et nous avons projeté de faire une discussion sur ces observations très importantes, très simples, que chacune et chacun de nous peut faire. Nous sommes dans un environnement de plus en plus complexe, qui éventuellement peut faire peur, on va en parler. La manière de s'y rapporter, c'est de tenter de contrôler le risque éventuellement. Mais ce n'est pas toujours possible, on parlera aussi d'incertitude, mais je n'en dis pas plus pour laisser nos intervenants en débattre dans un instant. Ce que je vous propose de faire, c'est que nous avons listé quelques thèmes à présenter, à discuter dans un ordre de manière à ce qu'il y ait un minimum de structure. Très vite, vous allez voir, ça va être assez brownien et au moins peut-être stochastique, je ne sais pas, mais la structure va peut-être s'évaporer au profit de la créativité, de l'échange entre Michel et Marie. Mais voilà, vous pouvez apercevoir peut-être sur les slides la scansion qu'on a imaginée. Alors il y a d'abord une histoire du concept de ce que c'est que le risque, sa perception, qu'on va rapidement esquisser. Et puis, constater ensemble qu'il y a une complexification et une augmentation du risque et de l'incertitude dans l'environnement dans lequel nous sommes, avec, corrélativement, troisième point, une demande très très forte, très profonde, très puissante, non seulement des organisations, mais sans doute de chacune et chacun de nous, tôt ou tard, de sécurité par rapport au risque. Il est croissant, il est inquiétant, l'incertitude peut sembler toujours une difficulté, on verra qu'on peut approcher l'incertitude tout à fait autrement tout à l'heure, dans un instant même, et malgré tout, il y a une demande de sécurité très forte. Il n'est pas besoin d'y insister beaucoup pour que chacune et chacun soit renvoyé à ses propres perceptions sur cette observation. Bien qu'il y ait demande de sécurité très forte, on va insister, il y a bien intensification de la complexité de l'environnement où nous sommes par croissance du risque et de l'incertitude, et liée à 2 facteurs particuliers, l'accélération du temps. Cette mention de l'accélération du temps demandera un petit peu de précision. Et puis l'interconnexion, le fait qu'il y ait des systèmes hautement couplés au niveau mondial, sans doute provoque une augmentation de l'incertitude. Ce que Michel et Marie vont travailler, c'est, pour terminer, la manière d'aborder cette intensification du risque et de l'incertitude. Quand j'ai demandé à Michel et Marie, mais pourquoi avez-vous travaillé ensemble sur ce thème ? Qu'est-ce qui justifie que vous soyez tous les deux ? Moi, je suis ravi et honoré, mais la réponse a été très intéressante. Marie Kratz a dit, mais en fait, moi, je suis théoricienne, donc la vraie vie, je m'en fiche. Là, c'est pas elle qui l'a dit, c'est moi qui interprète. Et j'ai rencontré la vraie vie en rencontrant Michel, praticien. Mais vous avez vu, Michel a une thèse, au moins, et docteur en physique, donc c'est un praticien un petit peu louche quand même, parce qu'il a un certain niveau de connaissances théoriques, et Marie ne semble pas si sur la Lune que ça, en règle générale. Donc il y a bien un mélange de théorie et pratique, mais quand même, les angles d'attaque de la question, à l'origine, sont à dominante d'abord théorique, à dominante pratique, mais le questionnement donne un foisonnement inédit, et on ne sait pas où on va, mais on y va avec Michel et Marie. Donc merci à eux d'avoir proposé, d'accepter cet échange et cette table ronde. Je propose qu'on passe tout de suite au premier thème, l'histoire du risque et de l'incertitude, ou du risque. Et évidemment,
écoutez bien tout ce qui va se dire. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, peut-être en cours d'échange, d'intervenir, mais nous réservons, sachez-le, un échange d'au moins une demi-heure tout à l'heure pour débattre de tout ce qu'on aura entendu. Dernière nouvelle, et il n'y a pas eu de risque d'incertitude sur ce plan jusque-là. Il y a une petite collation qui nous attend à la fin de la discussion. Voilà, bienvenue à tout le monde, merci. Je propose de passer la parole à qui souhaitera, et je crois que c'est Marie à qui on proposait de commencer. Bonsoir à tous, merci beaucoup à Laurent, en fait, d'avoir déjà accepté de faire un événement joint entre le Working Group on Risk de CREAR et la chaire Edgar Morin sur la complexité. Donc effectivement, je ne vais pas revenir sur la petite histoire d'où est née cette table ronde, mais sachez quand même que c'est un exercice, en tout cas pour moi, très nouveau. Donc on s'était... on avait dialogué de façon écrite et ça nous a permis d'aller un petit peu plus loin sur ces idées. Mais bon, on va voir ce que ça donne. J'ai une anti-sèche au cas où pour essayer d'ordonner un peu les idées qu'on avait dans notre papier. Mais le but, je vais essayer vraiment d'être plus à votre écoute. J'aimerais vraiment qu'il y ait un dialogue entre les deux. La configuration de la salle le permet de façon modeste, on va le dire. Mais donc, n'hésitez surtout pas à intervenir. C'est vraiment ça l'idée. Réfléchir ensemble, aller plus loin ensemble. Et donc, bienvenue à tous à cet égard. Je me permets de rebondir sur ce que Marie-Kratz vient de dire avec deux choses. D'une part, il y a un papier qui est quand même déjà écrit par Michel et Marie sur la question et qui est en cours de proposition à publication. D'autre part, pour intervenir, n'hésitez pas à solliciter Cathy Sylvestre, ici présente, assistante de la chaire de la complexité, qui nous aidera à vous passer le micro en particulier pour que vous puissiez intervenir. Merci. Donc on va démarrer effectivement avec l'évolution du concept de risque au cours des âges. Donc bon, déjà l'idée de discuter du risque, la gestion des risques, c'est quand même le sujet le plus brûlant depuis la crise financière. Hein. Je pense que ça a alerté un petit peu tout le monde. Et donc avec bien évidemment au niveau régulation des tentatives de gérer ça, donc l'apparition est également de nouvelles règles au niveau de la régulation des institutions financières, que ce soit banque comme assurance. Si on regarde un petit peu au niveau historique, c'est déjà au XVIIIe siècle en fait que cette notion de risque a été articulée. Donc là, je reprends en fait une phrase de Étienne de Condillac, philosophe du XVIIIe, qui parlait du hasard d'encourir un mal avec l'espérance, si on en échappe, d'obtenir un bien. Donc on a déjà cette articulation de bien, de mal, d'aspects positifs comme négatifs pour cette notion de risque. Ensuite, en fait, on a une nature stochastique. Donc ça, c'est vraiment très important, ce côté aléatoire, ce côté stochastique des phénomènes observés, qui en fait a été noté très tôt. Si on revient au XVIIe siècle, on peut voir les premières tables de mortalité, donc ce qui était développé en Écosse. Donc c'est à nouveau quelque chose qui était très présent d'un point de vue historique. Ensuite, là, je pense que tout le monde est un petit peu plus au courant, au XXe siècle, début XXe, nous avons le mathématicien Louis Bachelier, qui en fait a été un des premiers à formaliser ce cadre aléatoire et utiliser les probabilités pour analyser les avoirs financiers. Donc c'était vraiment la première introduction d'un point de vue financier de ce cadre stochastique des probabilités de façon générale. Et ensuite, grâce au développement théorique, que ce soit des probabilités, donc avec Kolmogorov, une grande école russe d'un point de vue théorique, puis des valeurs extrêmes, donc on revient aux années 20-29 avec Fischer, Tippet, Fréchet, et également la théorie économique. Donc grâce à ce développement des trois théories, on a réussi en fait à s'approprier un petit peu mieux cette notion de risque, à trouver un traitement approprié au risque, en particulier au risque quantitatif. Donc voilà un petit peu pour balayer finalement le background en fait de cette notion de risque et comment gérer le risque. Donc Michel, je pense va... Alors peut-être moi je voudrais... pour passer, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à relever, c'est que Marie a évoqué le fait qu'il y a la question de bien et de mal qui est dans l'approche du risque, on peut en souffrir, etc. Condillac dit tout de suite ça peut devenir une espérance. Et en fait, on pourrait se demander d'emblée, et c'est un peu pour provoquer Michel vers cette question, comment on mélange mathématiques objectives et sentiments tels que la crainte, l'espoir, etc. Alors c'est une manière de transition, mais...
Oui, justement, c'est là, je pense, c'est une bonne transition, c'est là où intervient une personne, un économiste comme Frank Knight, qui fait la distinction entre l'incertitude et le risque. Donc, il va définir le risque comme l'incertitude mesurable, l'incertitude sur laquelle on peut développer des distributions de probabilité, et donc, si on développe des distributions de probabilité, on peut aussi calculer des espérances. Espérance, déjà, bon, c'est un mot qu'on utilise en mathématiques, mais c'est déjà une idée de bien. Je ne pense pas que, par exemple, qu'une assurance comme nous entrions dans un contrat si l'espérance mathématique est négative. On entrera avec une espérance mathématique positive, et puis on calculera ce qui risque d'arriver, Wayne, c'est bien ça, ce qui risque d'arriver dans des cas extrêmes, dans des cas dangereux, et on va se provisionner pour ça. Donc, cette distinction entre le risque et l'incertitude a permis, si vous voulez, d'abord de voir ce sur lequel on pouvait faire du business, on pouvait parier, et d'autre part, de mathématiser cette question. Je voudrais, donc, ça date en fait de la thèse de Knight en 1921. Il a beaucoup travaillé après là-dessus, mais c'était un départ fondamental. Il y a une phrase d'ailleurs que j'aime bien reprendre, même si je n'aime pas trop la personne de Ronald Rumsfeld, qui était un des secrétaires d'État de Bush, qui disait « Il y a the known unknowns and the unknown unknowns ». Alors, si vous voulez, le risque, c'est le known unknown, et l'incertitude, ce sera le unknown unknown. Je voudrais aussi préciser que, de mon point de vue, mais je pense qu'on en a beaucoup discuté avec Marie aussi, la frontière entre le known unknowns et le unknown unknowns est mouvante. On en rediscutera plus tard quand on parlera du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de unknown unknown, c'était Dieu qui intervenait. Aujourd'hui, toute la recherche qui se fait, les recherches que Marie fait, mais que déjà Kolmogorov faisait, c'est en fait d'essayer de repousser la frontière du unknown unknown. Je te compare à des grands mathématiciens. Et c'est aussi le travail qu'on essaye de faire dans la gestion du risque dans notre propre compagnie, c'est de repousser la frontière de l'incertitude au profit d'une évaluation des risques. Si on poursuit cette question, on a vu que le niveau de sophistication n'a cessé de croître dans l'approche du risque. Et si vous voulez, aujourd'hui, elle se concrétise dans le vocable la gestion quantitative des risques. Et je crois que Marie donne un cours de Quantitative Risk Management. C'est devenu un peu, pas une science, mais au moins un sujet d'enseignement. Quand ça devient un sujet d'enseignement, ça veut dire qu'il y a des choses à enseigner. Et il y a une certaine sophistication qui s'est retrouvée là-dedans. Si je peux dire, ça ne va plus sans dire, en quelque sorte. Hein. Voilà, exactement. Je voudrais donner juste un exemple pour vous montrer comment on peut passer à cette mathématisation du risque. Supposons que quelqu'un vient vous voir et vous dit j'ai besoin d'une assurance parce que chaque fois que je tire un 6 sur le dé, je dois payer une certaine somme. Et puis je dois le faire 6 fois. J'aimerais une assurance pour ça. Donc vous pouvez mathématiquement calculer la distribution de probabilité et vous verrez que l'espérance mathématique, dans ce cas-là, elle est 1, c'est-à-dire que sur 6 fois, en moyenne, si vous tirez suffisamment souvent, il y aura une fois un 6. Mais ce qui est aussi beaucoup plus intéressant du point de vue du risque, c'est que dans un quart des fois, ce sera plus que 6. Vous tirez 2 fois le 6, ou 3 fois, ou 4 fois. Donc, le travail de la gestion du risque, c'est d'estimer ça et de voir ce qu'on peut faire
dans ce cas-là. Pour finir, je voudrais dire encore un mot à propos de cette conception. Un aspect très important, c'est le bénéfice de diversification. Donc, si je fais ce contrat avec une personne, le risque de devoir payer plus que l'espérance est de 25% à peu près. Mais si j'écris 10 000 de ces contrats, le risque devient négligeable. Et ça, c'est la loi des grands nombres. Et au fond, c'est ça qui est la base de la gestion du risque. Est-ce qu'on peut estimer le bénéfice de diversification? Est-ce qu'il y a des limites à ce bénéfice de diversification? Jusqu'où on peut aller? Voilà. Alors, pour passer la parole à Marie, moi je voudrais dire personnellement, ce que je viens d'entendre fait frémir. Parce que si vraiment on fait attention à ce qui a été dit par Michel, en évoquant de known unknown et de unknown unknown, et qu'en plus Michel et Marie sont d'accord pour dire la frontière est parfois un peu floue, on ne sait vraiment pas du tout où on est. Et moi je voudrais faire remarquer que quand on ne sait pas quelque chose, la plupart du temps, en fait, on ne sait pas qu'on ne le sait pas. Et c'est peut-être ce petit pressentiment comme ça délétère qui nous habite et nous inquiète. Alors on va y venir tout à l'heure. Pour l'instant, on va se demander, mais est-ce qu'il y a vraiment augmentation des risques et d'incertitudes? Dans quelle mesure on peut dire que c'est quelque chose de nouveau? On y reviendra avec la question du temps et des interconnexions. Mais première approche de cette augmentation, Marie ou Michel? C'est moi. Je me suis dit, on va prendre le chemin inverse et du coup, c'est Michel qui va démarrer. Histoire de faire diversification aussi, variante à tout. Alors, je pense que nos sociétés, si on regarde un peu l'histoire, n'ont jamais été aussi sûres. Je lisais l'autre jour quelqu'un qui disait « They're boringly safe ». Elles sont ennuyeusement sûres. Et paradoxalement, les risques extrêmes ont augmenté. Et elles ont augmenté fortement dans les dernières décennies. Pourquoi? Au fond, il y a plusieurs raisons. La première, qui est une bonne raison, il y a une augmentation du niveau de vie. Donc s'il y a une augmentation du niveau de vie, les gens auront tendance à s'assurer et ils auront plus à perdre. Si vous mourrez de faim, vous n'avez pas beaucoup à perdre. Donc il y a un désir de s'assurer qui est plus grand. Et si on lit ça au fait que la population commence à se concentrer dans les villes, de plus en plus, en 1950, 30% de la population du monde vivait dans des villes. En 2014, nous sommes 54%, et on estime qu'en 2050, on sera 66%. Alors, il est clair que la concentration de la population et de la richesse dans des endroits qui sont soumis à des risques de catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des tsunamis, des ouragans, va pratiquement, mécaniquement augmenter les risques extrêmes. Du point de vue de l'assurance, mais aussi du point de vue de la sécurité. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est la mobilité. On circule beaucoup plus qu'avant. On a toujours circulé dans l'histoire. Marco Polo, Ibn Khaldoun, il y a toujours eu des grands voyageurs. Mais aujourd'hui, c'est la plupart des gens qui voyagent. J'ai été frappé au moment de l'éruption du volcan, je vais essayer de dire le nom, Eyjafjöll d'Islande. Le trafic aérien avait été interdit sur une grande partie de l'Europe et j'étais étonné de voir qu'il y avait 17 000 vols qui ont été interdits en une journée et qu'en Europe, il y avait 22 000 vols par jour. Et en Suisse, en un jour, il y a 150 000 personnes qui ne sont pas parties. 2% de la population suisse en un jour voyage. Donc il y a vraiment une mobilité qui a énormément grandi. Et évidemment, ça veut aussi dire qu'on transporte par exemple des maladies, qu'on transporte aussi des fractures. Et ça, c'est peut-être l'autre point, c'est les instabilités politiques. On voit qu'elles se propagent beaucoup plus rapidement à cause de la mobilité. On est en plein dans cette crise des réfugiés, mais en général, il y a
une radicalisation dans certaines parties du monde, hein, on ne va pas revenir sur le radicalisme dans l'islam, et tout cela contribue à augmenter les risques extrêmes, du point de vue des assureurs, mais en général du point de vue social, et contribue aussi à cette inquiétude. Comme tu disais, cette inquiétude est d'autant plus grande que nous savons que nous ne savons pas. Et nos ancêtres, il y a très longtemps, quand ils ne savaient pas, ils pensaient que Dieu savait pour eux. Je trouve très important la tournure que prend la discussion. On va y venir tout à l'heure, mais on revient à la question du bien et du mal et des mathématiques sous celle des problématiques politiques et qui révèle que l'instrument scientifique, on y reviendra en dernière étape, est sans doute un instrument capital, même s'il n'est pas suffisant ou qu'il faut le circonscrire. Marie en particulier y reviendra, je pense, mais est capital pour aider éventuellement sur le plan politique à savoir comment faire quand il y a des événements comme la fracture que tu as évoquée, Michel, et des événements, alors réputés d'ailleurs tout à fait imprévisibles, hein, comme le comportement des jeunes qui décident de se lancer dans le terrorisme. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est d'une très très grande difficulté pour repérer ce qui amène des jeunes à ce qui font qu'ils sont convaincus. Dans certaines circonstances, et je rappelle que beaucoup de jeunes français, musulmans ou d'autres obédiences religieuses, le font. Marie, de ton côté, comment aborder cette intensification du risque et de la complexité ? Donc c'est un petit peu plus pour le moment une liste un petit peu de facteurs si on étudie comment appréhender ces risques extrêmes, cette complexité, toute cette interdépendance dont on reparlera. Mais en fait, disons, si on regarde beaucoup cette interconnexion des pays, donc qui a vraiment fortement augmenté, en fait, que ce soit via le flux des capitaux, les échanges commerciaux, les fluctuations des taux de change. Donc si on peut regarder ce qui s'est passé encore une fois de plus lors de la crise financière, tout s'était complètement arrêté au dernier trimestre 2008. Donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Toujours en vue, même si je pense que les risques touchent plus que le côté financier, mais quand on regarde un petit peu ce foisonnement des produits structurés également, ça a vraiment accentué les risques extrêmes, puisqu'en fait, quand vous regardez les tranches hautes de ces produits, finalement, ils ne sont sensibles qu'aux risques extrêmes. Donc c'est quelque chose qui va vraiment jouer un rôle d'amplificateur et qu'on avait complètement sous-estimé durant la crise financière. Également, d'un point de vue bien sûr, il y a aussi, et je pense que vous êtes tous sensibles à ça, cette augmentation de l'espérance de vie, donc ce côté démographique. Donc si on regarde bien sûr, c'est dans ces sociétés développées ou même à fort développement, donc là, au niveau des chiffres, si on regarde cette augmentation, ça a été de 30 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était en fait depuis la généralisation du système de retraite. Là, alors qu'entre-temps, bien sûr, l'âge de retraite n'a que très peu varié. Il y a eu des petites fluctuations, mais si on regarde proportionnellement, il n'y a rien à voir. Et c'est même assez choquant quand on regarde finalement qu'on aurait à financer 40 ans de travail, disons avec 40 ans de travail, 20 ans d'années de retraite. Donc c'est quand même des chiffres qui font un petit peu peur et je pense que c'est toujours important de revenir aux chiffres pour bien réaliser quelle est vraiment l'importance de ces problèmes. Et donc ça veut dire également pouvoir, donc si l'on veut pouvoir financer de façon durable en fait ce développement, il faudrait augmenter la productivité du travail. D'accord. Et dans ce cas-là, donc ça a été longtemps le cas, mais finalement là on commence un petit peu à plafonner. Il y a un souci également dans ce côté productivité de travail. Donc ça c'est côté purement financier démographique. Si on regarde maintenant au niveau, donc non seulement, et ça c'est je pense très important, non seulement vous avez cette augmentation d'espérance de vie, mais également si vous regardez côté fertilité des femmes, c'est effrayant. On n'a pas le taux de production, finalement, la comparaison est vraiment effrayante, puisque ça a constamment diminué pour atteindre justement des valeurs bien inférieures au taux de reproduction.
qui est plafonné à 2,1 enfants. Si on regarde en France, on ne se porte pas trop mal, on en est à 2, mais on regarde au Japon, c'est 1,30 et quelques. En Italie, c'est 1,3 aussi, à peu près 1,32 je crois de mémoire, et 1,9 aux États-Unis. Donc on est vraiment à devoir mettre en relief, en dépendance, ces deux facteurs entre vraiment la longévité, l'espérance de vie qui augmente, et finalement peu de relève en termes de reproduction. Donc, bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en conséquence, ça suscite une pression incroyable sur les rendements des fonds, donc bien sûr chargés de financer les retraites. Donc, comment on peut faire? On ne va pas réinventer, je veux dire, on a affaire avec cette espérance de vie augmentée plus ce taux de reproduction qui a diminué. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des risques plus grands. D'accord, donc une prise de risque beaucoup plus grande pour atteindre des rendements suffisants et donc bien sûr une volatilité beaucoup plus grande sur les marchés financiers, sans parler, même sans aborder cette chute continue des taux d'intérêt depuis les années 80 en fait, du taux d'intérêt des obligations d'État. Donc bien évidemment, volatilité accentuée, ces taux d'intérêt qui chutent, on a bien évidemment une augmentation phénoménale des risques extrêmes liés à cette constatation. Donc, bien évidemment, comme Michel le disait, les événements extrêmes ont toujours existé, en fait. C'était même assez violent. Si on regarde historiquement, les pestes noires, les famines, les guerres, les invasions, les éruptions volcaniques. Donc, avec Michel, ce sur quoi on se questionnait, c'était plus pourquoi tout d'un coup on a l'impression que c'est à notre époque, notre génération, qui finalement assiste à un nombre d'événements extrêmes très conséquents. Et c'est là où on s'est dit finalement c'est sans doute plutôt notre perception du risque qui a complètement changé et qui fait qu'on est devenu intolérant. Ce sont devenus des risques finalement extrêmes intolérables. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on a articulé après ces discussions pour s'interroger, bon, pourquoi, d'où cela provient. Alors, est-ce que Marie, tu peux continuer précisément sur l'historique? Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, et je la voudrais un peu politiquement incorrecte, qui est que, déjà en entendant Michel, effectivement, et Marie vient d'y revenir, l'idée qui émerge, hein, c'est les risques extrêmes ne sont pas objectifs tout court, ils sont relatifs au sens où ils dépendent de la perception et des attentes, et donc d'une évolution sociale que tu viens de décrire avec différents éléments. L'évolution sociale que tu as décrite, elle concerne un monde, comme l'a dit Michel tout à l'heure, qui s'urbanise, un monde où on voyage, un monde où on a plus de choses à protéger. Et ça m'a mis la puce sur l'oreille, je voudrais bien formuler de manière un peu provocatrice, est-ce que c'est un problème de gosses de riches, les risques extrêmes? Et peut-être que l'histoire et le constat de là où on est maintenant sur l'attente de sécurité va répondre à ce problème. Je sais bien que je pose la question de manière sciemment inélégante, mais on peut la creuser un peu peut-être dans cet esprit-là. Qui attend quoi, de quelle vie, si je puis dire, et est-ce que les mathématiques peuvent nous protéger totalement? Voilà, je m'en tiens là et 3 points de suspension. Bon, je pense qu'on peut rebondir à ça indépendamment de la discussion telle qu'on l'envisageait, mais je pense que, bon, si on prend dans les faits, effectivement, les risques extrêmes, comme on vient de le voir, c'est vraiment propre à ces pays développés qui ont besoin de sécurité, c'est un peu, effectivement, les enfants gâtés qui ne supportent pas de ne pas avoir le monde tel qu'ils le souhaiteraient. Si je peux me permettre, et pour enfoncer le clou, hein, je rappelle qu'un des arguments dans les attentats du 11 septembre, ça a été « Vous pensiez que le ciel américain était inviolable, on vous a prouvé que non avec des cutters ». Donc c'est vraiment une provocation sur la question du contrôle. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue là qui mérite d'être approfondi, effectivement. Alors, d'un autre côté, donc, ça signifie quand même que, bon, déjà on peut être content, ça signifie qu'on a quand même un développement économique, un développement qui fait que les conditions nous permettent d'être enfants gâtés, si je puis dire. Mais ça signifie aussi qu'on va être d'autant plus exigeant sur la façon de gérer. Donc, on peut le voir à nouveau, rien n'est blanc ou noir. Négativement, ça veut dire que, bien évidemment, on va chercher des responsables, il faut désigner des responsables, mais d'un autre côté, ça signifie aussi qu'on va devoir faire des efforts sur cette gestion des risques
pour vraiment gérer les conséquences en fait, de ces risques extrêmes, entre autres. Donc quelque part, on peut le voir aussi très moteur, même si on est enfant gâté, ça veut dire qu'on va pousser les limites plus loin, et on revient un petit peu aussi sur ce côté de l'incertitude, pousser les limites, transformer un peu incertitude en risque, au sens où on va chercher à mesurer, savoir comment appréhender ces risques et se préparer à cela. Alors, je ne sais pas, peut-être que... Oui, je pense que cette intolérance au risque est paradoxalement une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on est devenu intolérant au risque parce qu'on a beaucoup gagné en tant que société. Ceci dit, il faut quand même répondre à cette intolérance. Et je pense que c'est notre devoir en tant que gestionnaire des risques ou chercheur dans ce domaine de répondre à cette demande qui ne me paraît pas illégitime. Je ne vais pas me flageller parce que je vis bien. Il n'y a pas de raison. Et j'aimerais bien que tout le monde vive bien. Donc, on va essayer de gérer ça de façon à minimiser les conséquences des risques sans, et c'est ça l'autre problème, cette intolérance au risque peut devenir dangereuse dans la mesure où elle va nous empêcher de prendre des risques. Elle va nous rendre frileux. Et je pense que c'est ce que Marie devait parler maintenant. Un peu l'attitude par rapport au risque au Moyen-Âge était vraiment de dire chaque fois qu'il y avait un événement grave qui se passait, c'était Dieu qui nous punissait. Et les prêcheurs étaient là pour l'expliquer en grand. Et donc on ne prenait pas de risques. On n'essayait pas de prendre des risques. On ne voulait pas en prendre. Le résultat est que la croissance économique pendant 500 ans n'existait pas. Il n'y en avait pas. C'est le jour où les hommes ont compris qu'il fallait prendre des risques pour avancer que tout d'un coup, la croissance économique est venue avec. On a commencé à oser entreprendre, on a commencé à faire des choses. Et donc, on ne peut pas être intolérant au risque à la fin. Marie, tu veux... je peux enchaîner en fait par rapport à... Effectivement, donc ce Moyen-Âge vraiment caractérisé par cette... Bon, j'aimais bien cette phrase, effectivement, voir le Dieu qui gère tout, donc avec un ralentissement de ce développement économique. Et donc, qu'est-ce qui a un petit peu aidé à démarrer? Donc, on ne sait jamais quelle est la poule de l'œuf. Hein, donc, effectivement, une prise de risque plus grande, un développement économique qui suivait. Il y a eu quand même cette avancée des techniques, des sciences. Donc, en fait, tout d'un coup, on remplaçait Dieu par la science. Hein. C'était plus une critique qui s'accompagnait. Pourquoi on remplaçait Dieu par la science? Parce qu'on avait cette critique philosophique des religions. Et c'est là où, en fait, a été un petit peu, je pense, ce déclic du changement de la perception du risque. Ça n'était plus simplement lié à une malédiction, mais en fait, on cherchait finalement une issue positive. Donc là, on revient à Condillac qui disait le risque, ça permet aussi d'espérer quelque chose de plus positif. Donc, comme l'homme va toujours un petit peu jusqu'au bout de ce qu'il pense, et souvent peut-être la tête contre les murs aussi, je dirais, il a transformé finalement ce côté science et progrès comme je disais, en en faisant presque une foi en la science. Donc ça, c'était assez au 19e siècle, au 20e siècle aussi. Disons 20e, il y a eu le changement arrière, mais reprenez Balzac, La Comédie humaine, c'est fantastique à cet égard. On voyait vraiment justement cette critique de la foi en la science. Et bon, ça a permis, en tout cas quand même, un développement prodigieux de l'économie. Donc c'est quand même à nouveau le côté positif de cet extrême, si je puis dire, en la science. Mais également, alors ça c'est un petit peu plus grave, c'était un petit peu aussi les deux guerres mondiales, donc des destructions massives et des moyens développés avec la technique pour ces destructions massives lors des deux guerres. Donc,
arrivé début, donc là on va très vite dans l'histoire, je suis désolée pour ces caricatures, mais ça permet d'avoir un petit peu une idée de la façon dont on appréhendait le risque. Fin du XXe siècle, en fait, donc on arrive vraiment à une situation où on gère les risques, on est dans comme on avait dit, une société très bien développée. Comme disait Michel, ça devient presque ennuyeusement sûr. Et plus de grandes épidémies. Les guerres, ça se passe en dehors des pays développés, c'est ailleurs, à la périphérie. Et pourtant, donc, c'est là où se développe en fait un nouveau scepticisme envers les sciences, le progrès, et qui prend, on s'en aperçoit actuellement, en fait, de plus en plus d'ampleur. Donc là, un petit peu ce revirement, on est toujours un petit peu soit le tout pour les sciences, soit on revient un petit peu en arrière. Et je pense que Michel ou Laurent peut rebondir là-dessus. Michel, si tu veux effectivement rebondir, juste à titre de transition pour repasser la parole à Michel, moi je voudrais remarquer deux choses, c'est que Dieu n'a tout de même pas été toujours le grand mathématicien et qui garantit les choses. C'est aussi le Dieu terrible de la Torah, hein, c'est le Dieu qui fait peur, le Dieu sans mesure qui est complètement inaccessible et qui n'est pas connaissable, donc dont on ne connaît pas les desseins et qui est terrorisant autant qu'il est amour. Donc, c'est pour ça qu'on ne prend pas de risque. Voilà, en tout cas, on ne sait pas ce qui se passe. Ah, tout à fait, sur un certain plan, effectivement. Mais c'est intéressant de voir que le début de la scientifisation, c'est justement un pari, et tu vas peut-être en dire quelques mots, mais en tout cas, le pari par excellence, celui de Pascal, qui est immense philosophe, théologien, mathématicien, et qui dit, si on calcule la probabilité du rapport entre une éternité dans l'enfer ou une éternité au cas où il existait de Dieu, il vaut mieux croire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, il a essayé de mettre du known unknowns dans le unknown unknown. Non, c'est clair. Je pense qu'il y a tout d'un coup une ouverture dans l'appétit à comprendre. Et aussi, moins de peur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un des grands problèmes du Dieu vengeur, et qu'on retrouve dans beaucoup de religions qui ont influencé l'Europe, c'est on ne va pas prendre un risque contre Dieu. Le combat est inégal. Voilà, le combat est inégal. Je voudrais revenir un peu sur maintenant notre propre attitude par rapport au risque aujourd'hui. Moi, je suis très frappé par une grande ambiguïté. D'un certain côté, dès qu'il y a un événement qui se passe, on cherche un responsable. C'est plus Dieu maintenant, mais ça sera le gouvernement, ce sera des gens. Et en même temps, on a une certaine croyance dans le fait que la technologie va dépasser la nature. En même temps, on se rend compte que les forces de la nature ne peuvent pas être dépassées. Alors, on a eu la COP21 il y a quelques jours. D'où ça a introduit toute une série de débats sur les changements climatiques. On s'est rendu compte tout d'un coup que il fallait qu'on gère ça. Et on a constaté depuis une vingtaine d'années, on va trouver des départements de gestion de risque dans les industries, dans les assurances évidemment. On discutait avec Wayne ce matin, il y a une quinzaine d'années, le département de risque ne contenait pas d'actuaires, par exemple. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. On est passé à une certaine quantification des choses. La gestion des risques est devenue quelque chose de fondamental. Et il y a même dans certaines, ce que j'ai écouté à Copenhague, par exemple, dans la ville de Copenhague, il y a un département de gestion des risques, à la municipalité. En même temps, je vous dis, c'est une ambiguïté qui est assez étonnante. Par exemple, on veut bien envoyer des soldats pour se battre, mais on ne veut pas de morts. C'est des guerres propres, moi je ne connais pas personnellement. Mais c'est un peu ce que la société demande. Et en même temps, les gens vont construire des maisons, par exemple en Suisse, des endroits où, depuis des générations, on ne construisait pas de maisons parce qu'il y avait des avalanches. On va construire des lotissements dans des endroits où les risques
d'inondations sont très grands. Et lorsque les assureurs, par exemple aux États-Unis, c'est assez typique, lorsque les assureurs présentent la facture en disant bah, écoutez, vous avez construit votre maison ici, voilà ce que ça coûte, ils ne veulent pas le payer. Le résultat, aux États-Unis, l'assurance inondation est pratiquement nationalisée. Alors, c'est le pays du marché libre, mais c'est le pays où l'assurance inondation est le plus nationalisé, 96%. Donc on assiste à un refus de payer le prix du risque. Et finalement, ce refus est un manque de responsabilité vis-à-vis de la société. Si vous construisez votre maison à cet endroit, assumez le risque. Si vous dites, comme CEO d'une des plus grandes allemandes, que vous allez faire 25% de rendement sur action, il faut assumer le risque. Parce que 25% de rendement sur action, ça veut dire qu'en 10 ans, la Deutsche Bank va multiplier son capital par 300. Est-ce que c'est raisonnable ? L'augmentation du produit national brut, on a parlé du développement prodigieux de l'économie, dans les 200 dernières années, a été en moyenne de 1,75%. 25% de rendement sur action. Il y a un refus de payer le prix du risque, clairement. J'étais à une réunion d'analystes bancaires il y a quelques années où j'ai expliqué la politique de gestion du capital de la SCOR. Et un des analystes me dit « Oui, mais monsieur Dacornia, vous parlez tout le temps de capital, vous ne parlez pas de rendement. » Je lui dis « Vous ne m'avez pas compris, monsieur. Quand je parle de capital, je parle aussi de rendement. Parce que mon rendement sera lié au risque que je prends. » Et c'est vraiment ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que si on ne considère pas les deux choses ensemble, si on refuse de payer le prix du risque, on va se retrouver dans des situations de blocage, et comprendre que payer le prix du risque, ça permet d'optimiser et d'être plus efficace dans notre société, me paraît un élément essentiel. Je trouve très très important ce vers quoi on arrive. Je voudrais faire une transition qui ne sera pas peut-être immédiatement, dont le lien ne sera pas évident tout de suite, mais je souhaite rappeler ceci. Le grand philosophe Hegel, fin 18e, début 19e, allemand, dans son esthétique, exprime son admiration profonde pour l'art pictural des Pays-Bas. Et la raison pour laquelle il estime que c'est l'art poussé à une de ses plus hautes expressions, c'est qu'il dit que les peintres représentent ce que font les hommes et les femmes aux Pays-Bas. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils conquièrent leur terre sur la mer. Et ça veut dire qu'ils prennent des risques gigantesques. Pour le coup, c'est inondable. Et on est de plus en plus dans un paradoxe très tendu, et je trouve très intéressant de l'entendre, parce qu'à la chaire de la complexité, on est très sensible à ce qui est en tension et contradictoire, comme la théorie et la pratique, comme les extrêmes du risque ou de l'incertitude, et le fait de ne pas vouloir le voir, comme tu viens de l'évoquer. Donc on est en train de passer, j'espère que tout le monde suit bien la radicalisation du propos par Michel et Marie va tout de suite prendre la relève, mais à un niveau encore plus radical du questionnement. On a vu jusqu'ici, il y a une histoire du risque et de sa perception. Paradoxalement, la mathématisation, la quantification ou la possibilité de problématiser, de formaliser le risque augmente à proportion qu'augmentent aussi les risques extrêmes ou le caractère extrême des risques. Donc on est dans quelque chose d'assez tendu et qui sans doute se radicalise encore si on considère dans l'étape suivante de notre projet de discussion deux éléments, la question du temps et les interconnexions. Et c'est vrai que si on est interconnecté, les choses sont éventuellement infiniment vulnérables alors qu'elles sont faites pour ne pas l'être. Je donne un exemple très simple que j'ai entendu récemment lors d'une discussion sur la question des risques dans le Val d'Oise par le Conseil général. Quelqu'un de Renault qui disait « mais les voitures maintenant dépendent de systèmes électroniques dont la mise en route est contrôlée dans les garages. Il suffit que quelqu'un dérange le système dans un garage et on a 10 000 véhicules qui sont concernés. » Et ça, c'est du risque ou de l'incertitude. Et on a à la fois du contrôle et une immense vulnérabilité. C'est à creuser. Donc, Marie, sur
l'approfondissement, l'intensification de cette complicité du risque avec l'accélération du temps et l'interconnexion croissante au niveau mondial. Je vais freiner le temps de 2 minutes, si tu permets. Je me demandais si finalement, je trouve dans la salle, si vous avez vraiment envie d'intervenir, c'est peut-être mieux qu'à la fin. Donc s'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de rebondir, donc passer le micro, n'hésitez pas. N'hésitez pas, sinon on poursuit, on n'a pas de souci, mais que ça fasse un petit peu plus vivant. Et encore une fois, le but, c'est vraiment le dialogue, aller plus loin. Non ? Personne. Ok, donc peut-être, je pense qu'on aurait dû faire le cocktail avant pour que tout le monde Je me suis dit, la prochaine conférence, on fait le cocktail avant, tout le monde va se sentir très bien et participer d'autant plus vivement. On ira prendre des risques ensemble tout à l'heure. Voilà. Donc effectivement, enchaînons donc sur cette notion de temps. Je pense qu'il est vraiment fondamental quand on regarde ce concept risque. Et si on se demandait d'où venait cette complexité, donc on pense, disons, à notre avis, c'est qu'elle provient de ce phénomène d'accélération de l'échelle de temps, bien sûr combiné à cette interdépendance de plus en plus forte dans le monde. Donc, on sait que c'est dû à la globalisation, libéralisation des échanges, communication par les réseaux, donc en fait tout un univers qui rend les choses beaucoup plus complexes, mais aussi beaucoup plus rapides. Donc on se disait, est-ce qu'il y a à nouveau des conséquences positives, négatives, comment on vit en fait cette accélération de l'échelle temps? Donc si on regarde un peu de façon positive, si on regarde cette accélération de temps combinée justement avec l'espérance de vie qui a augmenté, ça nous permet, on peut se dire, ça nous permet d'expérimenter finalement des événements, entre autres extrêmes, que finalement les anciennes générations n'avaient pas le temps de voir. Si je prends, on parlait par exemple récemment avec des collègues du problème de la santé, des maladies couplées à la longévité. Vieillir ensemble, vieillir longtemps, c'est une chose. Vieillir en mauvaise santé, c'est pas quelque chose qu'on espère franchement. Et par exemple, si on prend une maladie type Alzheimer, on se disait, bon, finalement, on est confronté à ce problème de plus en plus. Est-ce que c'était peut-être une maladie qui existait déjà auparavant, mais finalement, les gens mouraient, pardon, je parle vraiment de petits nègres, mouraient avant qu'on les voit dans cet état de mémoire qui s'évanouit. Donc, c'est en tant que analyse de risque, même aimer les chiffres pour savoir, essayer de comprendre un peu mieux les différents phénomènes, ça signifie que finalement, on a peut-être moins besoin d'avoir recours aux historiens afin d'avoir en fait des bases de données suffisantes. Et on est en plein dans Big Data, hein, si on fait le lien, pour avoir cette analyse en fait des risques et par exemple, les maladies comme j'en parlais. Donc ça, ce sera un peu le côté, essayer de voir un peu du positif dans les choses. Du côté négatif, ça signifie qu'en fait, on vit ces conséquences, hein, ça peut être très dur. On a expérimenté ça avec la crise financière, et pas seulement, les actes terroristes. En fait, on est en plein dedans et on le vit au cours de notre vie. Et donc, ça, bien sûr, c'est ça qui renforce ce sentiment d'insécurité prévalent dans nos sociétés. Et ça veut dire aussi, moi, ce qui me gênait plus, c'est que finalement, on manque, je pense que l'homme a besoin de distance, de recul par rapport aux choses pour avoir une très bonne analyse. Et là, en fait, on est dans un courant, ensuite, tant bien que mal, et finalement, on perd ce recul par rapport. Donc, on a toutes les données, on a tout ce qu'il faut, tout est bien pour analyser les choses, sauf que l'esprit humain, finalement, ne suit pas. Donc, finalement, on se sent un petit peu prisonnier de cette course et même de ces outils qui sont à disposition parce qu'on ne les maîtrise pas. Donc, on peut penser à une phase de transition, ça j'y viendrai. Et effectivement, j'ai l'impression qu'on a un petit peu les générations qui faisons la transition de 2 époques. Donc, on a ces avancées technologiques fabuleuses
qui finalement devrait nous aider à gérer notre vie, même au quotidien, dans les compagnies, dans nos sociétés de façon générale, très bien. Et parfois, on devient un petit peu esclave de ça. Je pense que vous êtes tous concernés. Et par exemple, les emails, c'est fantastique de communiquer partout dans le monde à une rapidité impressionnante, sauf qu'on est tous à se dire à la fin de la journée, mince, j'ai je ne sais combien d'emails, j'ai pas eu le temps de répondre. En termes de productivité, on voit aussi des conséquences quand même très négatives avec un gain de productivité qui a baissé. Dans certaines compagnies américaines, ils ont décidé, pour prendre que cet exemple d'email, de faire un jour sans email parce qu'ils se rendaient compte que le taux de productivité avait vraiment trop diminué dans les compagnies. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va finir par gérer, mais je pense que nos générations, effectivement, ont un petit peu de soucis par rapport à ça. D'un autre côté, encore une fois, c'est assez extraordinaire, c'est fabuleux, cette avancée technologique, et c'est aussi un challenge, donc c'est motivant. Ça veut dire comment maîtriser cette avancée technologique. Donc on a ce côté, à nouveau au niveau risque même, de prendre des risques, de suivre ces avancées technologiques, mais d'essayer d'y avoir un petit peu une plus grande maîtrise. Ensuite, deuxième aspect, qui est très lié, cette accélération de temps, ces avancées technologiques, c'est qu'effectivement, on a toutes ces interdépendances entre les risques qui sont mises en place, qui existent, donc elles ont toujours existé, ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas, mais par contre, elles se sont bien évidemment amplifiées via ces différentes avancées technologiques. Et on peut voir, donc il y a des risques qui existaient, qu'on ne percevait peut-être pas parce qu'on mourait trop tôt, si je puis dire, mais on a également l'émergence de nouveaux risques. Donc ce monde se complexifie, c'est de plus en plus rapide, on a ces avancées technologiques qui finalement sont merveilleuses et d'un autre côté nous représentent vraiment un challenge pour que ce soit une aide et pas quelque chose plutôt qu'une charge. Et plus, en fait, cette émergence de nouveaux risques dus à ce monde un peu nouveau dans lequel on vit. Donc c'est également ça, et je pense que c'est un point important qui permet aussi de voir que forcément notre perception, compréhension des phénomènes observés a totalement évolué et changé. Alors, Michel va prendre le relais sur ce point. Avant qu'on interroge les deux scientifiques et chercheurs que sont, nonobstant leur différence de positionnement qu'ils ont voulu exprimer pour le début de la table ronde, sur les sciences et comment elles nous aident à aborder ces risques. Mais je constate en écoutant Marie, nous vivons, et c'est très paradoxal, c'est très intéressant, de plus en plus longtemps à court terme. On est complètement à cran sur le court terme, d'après ce que tu as décrit, mais assez longtemps pour découvrir des choses comme l'Alzheimer, c'est pas très agréable. Et en gros, donc on est dans le long terme, voué au court terme. Ça, c'est l'enfer, non, Michel? Oui, d'une certaine façon. Mais en même temps, question très difficile, pour reprendre ce que tu dis. On aime prendre des risques. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène d'élargissement de notre perception, du fait de l'accélération, du fait de l'interdépendance, rend d'une certaine façon caduque un conservatisme qu'on avait constaté déjà à la fin du 19e siècle dans l'approche scientifique, où l'on tendait à développer des modèles sur la base de théories économiques, par exemple, plutôt que de déduire ces théories des observations. Le fait qu'on ait plus d'observations... Bon, moi, dans ce domaine de l'économie, de la finance, j'ai commencé en collectant des données à haute fréquence. C'était déjà il y a 30 ans de ça. On faisait du big data, 15 000 prix par jour sur le taux de change du mark allemand par rapport au dollar. Donc cette abondance de données, cette abondance d'observations nous permet, si vous voulez, de revenir au fondement de la recherche scientifique. Et moi, c'est aussi un peu ça qui m'intéresse pour la gestion du risque. On repart sur des bases plus saines du point de vue scientifique. On a les données, on peut les étudier, c'est un des aspects. Mais l'autre, je pense qu'il faut faire très attention.
c'est que l'existence de ces interactions complexes et de phénomènes non linéaires n'implique pas forcément que les modèles, pour les comprendre, soient eux-mêmes complexes. J'ai aussi vu cette tendance où les gens développent des modèles de plus en plus complexes. J'ai d'ailleurs eu un papier qui a été refusé parce que le modèle était trop simple. Notre collègue François Longin insiste sur l'effet délétère de la complexité de certains modèles sur les marchés eux-mêmes. Oui, bien sûr. En fait, l'approche scientifique consiste à sélectionner les causes et les effets les plus importants. En fait, je pense que la science doit nous aider à simplifier le problème sans le réduire. Et c'est ça le défi. C'est très intéressant de voir, par exemple, un peu comment les statisticiens et les mathématiciens ont abordé ce problème de la dépendance. J'ai un peu recherché à l'occasion de cette discussion l'histoire de la corrélation. Alors, la corrélation, c'est une approche mathématique qui a été en fait inspirée par des biologistes et des anthropomorphistes qui essayaient de voir s'il y avait une dépendance entre la grandeur des eaux avec ce que faisaient les gens, etc. Et finalement, c'est un mathématicien, Pearson, qui en 1895 a proposé une formulation mathématique de la dépendance. Linéaire. Oui, justement. Parce qu'il y a eu, en 1959, M. Sklar, qui est un mathématicien américain d'origine norvégienne, qui était à l'ISU à cette époque, qui a étudié le problème de la dépendance non linéaire, ce qu'on appelle les copules et qu'on utilise beaucoup, par exemple, en assurance, en réassurance. Voilà, ces gens-là ont essayé de résoudre le problème d'une façon rationnelle, en essayant de trouver des moyens. M. Sklar, d'ailleurs, ne s'intéressait pas trop à la réassurance, il s'intéressait surtout à un problème que Fréchet avait posé sur la théorie des nombres. Donc, mais il a formulé, il a développé cette idée des copules, cette idée de dépendance non linéaire de façon mathématique qui nous a permis ensuite, à nous, pauvres praticiens dans la soute de la score, d'utiliser ces méthodes mathématiques très, très importantes. Il y a encore deux points que je voudrais souligner par rapport à cette interdépendance. L'augmentation de cette interdépendance introduit un risque que nous qualifions de systémique. C'est-à-dire que cette interdépendance fait que tout d'un coup, le système peut en entier s'arrêter. C'est ce qui s'est passé justement au 4e trimestre 2008. Les échanges interbancaires se sont arrêtés pendant un mois. Par jour, il y a plus de 2 millions d'échanges interbancaires. Ça s'est arrêté complètement. D'une part, ces risques qu'on appelle systémiques, et d'autre part, les risques que j'appellerais systématiques, qui sont des composantes systémiques dans chacun des risques. Et ça, voilà de nouveau une évolution dans notre façon de modéliser la complexité qui est un peu poussée par ce qui s'est développé. Et c'est peut-être là qu'on peut parler de caractère extrême du risque, parce qu'il concerne soudain la totalité d'une situation. Exactement. Pas seulement localement. Et il y avait un deuxième point que tu voulais... Oui, donc c'était celui-là. Et l'autre, je voulais dire, c'est que la maîtrise des risques au niveau global, au niveau agrégé, est une demande de la société. C'est ce qu'on doit satisfaire, mais on peut le faire qu'en traitant de façon sérieuse la complexité. Et pour revenir au thème de Tacher, de façon scientifique. Et justement dans une simplification et dans une identification des risques, des composantes principales. Je voudrais signaler qu'on est dans des lignes tout à fait convergentes de problématisation. En théorie des organisations, on travaille beaucoup sur les organisations hautement vulnérables et pourtant hautement fiables. Et par exemple, comme des centrales nucléaires, bien sûr, comme des porte-avions, comme des hôpitaux, des blocs opératoires, des avions. Et un des enjeux est de travailler sur la résilience. La résilience étant que l'organisation est capable, en tant que système, d'encaisser un choc, mais de le réparer et d'aller plus loin. Donc voilà une manière qui n'est pas scientifique au sens mathématique de le dire,
Mais précisément, on passe à l'étape de notre dernière étape de discussion, en vous passant le plus vite possible la parole, mais ça me semble crucial, c'est comme si le public pouvait attendre, de dire, mais alors les mathématiques ou les sciences vont nous servir comment, jusqu'où, dans cette appréhension d'un risque qui devient extrême sur un certain plan, en particulier parce qu'il est systémique. Et est-ce qu'il s'agit de méthodes classiques, on pourrait dire quantitatives, qui vont nous permettre de résoudre ces questions? Est-ce qu'il faut une approche qualitative des situations et des enjeux? C'était la dernière étape que vous proposiez d'aborder. Et Michel, je crois que tu projetais de continuer sur ce que tu évoquais. Justement, la dernière crise financière était... Je pense que c'est toujours intéressant de tirer les leçons des crises. Parce que, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais au moins on sera plus intelligent pour la suivante, j'espère. On espère. C'est très... non. Elle nous a rappelé qu'il fallait utiliser les outils de la science avec une pleine conscience des limitations des hypothèses qu'on utilise. Science sans conscience n'est que ruine de la finance. Il y a par exemple eu un article qui était paru dans le Wall Street Journal qui s'appelait « Recipe for Disaster, the formulas that killed Wall Street ». Bien sûr, on peut accuser le copule gaussien d'avoir provoqué la crise. C'est quand même facile. Je pense que finalement, c'est quand même l'appât du gain qui causera toujours les crises. Mais voilà, c'est évident qu'en utilisant des modèles et en étant confiant, sans s'interroger sur les hypothèses et les limitations de ces modèles, on aura des surprises qui ne seront pas bonnes. Et on développera aussi un scepticisme par rapport à l'approche quantitative qui est, à mon avis, aussi inquiétant. Parce que finalement, on va le remplacer par quoi? On a vu que la complexité augmente, et donc il nous faut des outils qui nous permettent de l'analyser et de la maîtriser. Et ce ne sera pas par comme les anglo-saxons disent, du wishful thinking et du gut feeling qu'on va le remplacer. Voilà, c'était en gros ce que je voulais dire pour laisser à Marie le soin de nous ramener aux approches qualitatives et quantitatives. Donc en fait, la réponse, Marie. Donc pour la petite anecdote quand même, c'était, disons, quand on a commencé un peu ce dialogue, bon bien sûr on voulait un petit peu s'interroger sur cette notion de risque, son évolution, mais il y avait quelque chose qui m'agaçait profondément, c'était à nouveau ce conflit. Donc la crise financière, il fallait un responsable, on prend les modèles, l'approche quantitative, on jette ça, on revient au tout quali. Bon, je caricature, hein, c'est quand même pas comme ça. Donc je pense que c'était bien, disons, qu'on apprenne de cette crise financière, qu'il fallait, qu'on ne pouvait pas à nouveau transformer la science, le côté quantitatif, en avoir une foi aveugle en ça. Mais par contre, revenir complètement au côté seulement quali, je trouve ça du grotesque. Et c'est bon, je pense qu'on l'a entendu, ça a été dans certaines compagnies, même le retour à certaines personnes qui ne voulaient faire que du quali. Donc je trouve autant stupide de faire que du quanti, autant je trouve tout aussi stupide, voire plus, de faire seulement du quali. Donc c'était un petit peu la raison pour laquelle on a commencé aussi ce dialogue, c'était dire mais arrêtez maintenant, on discute, le monde n'est pas blanc ou noir, on a besoin des deux et il faut arrêter ce débat complètement stérile. Donc c'est... en fait, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça signifie, comment articuler ce côté approche qualitative, quantitative. Et si on prend ne serait-ce que la définition de la gestion qualitative, donc on regarde un peu les axes autour desquels ça se décline. Donc on a déjà une analyse descriptive des facteurs de risque, puis la prise en compte de l'incertitude. Donc quand je parle d'incertitude, on a bien compris que c'est non mesurable au temps présent, que l'on va compenser par justement notre expérience humaine, l'intelligence humaine. Et ça signifie donc développer en fait des procédures, des règlements pour la détection et le contrôle de ces facteurs de risque. Donc ça, c'est la partie qualitative et sans laquelle on ne démarrerait aucune analyse quantitative. C'est bien évidemment le point de départ. Ensuite, donc, on a la gestion quantitative des risques. Donc là, c'est
chercher à quantifier, à modéliser, en fait, bien comprendre, donc, en fait, finalement, récupérer les caractéristiques décelées dans les données pour les modéliser, prendre les plus pertinentes. Et pourquoi? Donc, comprendre le phénomène, mais aussi prendre du recul par rapport à ces données. C'est un exemple, c'est, bon, je ne vais pas refaire un cours de proba, mais c'est une réalisation qu'on réalise, que l'on a au temps T. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir extrapoler, prédire, prévoir ce qui va se passer. Donc, c'est comprendre le phénomène sous-jacent pour pouvoir, donc on va comprendre grâce aux données, grâce à ce qu'on observe, mais aussi se dégager en fait de ces données. Donc, on voit clairement de par ces deux approches que ce serait totalement absurde en fait, d'opposer ces approches, alors que finalement, les combiner va nous permettre une vraiment meilleure compréhension des choses, de ce qu'on observe et une meilleure gestion également des risques. Si, par exemple, une taxonomie des risques est indispensable, en fait, à une modélisation cohérente, alors que les résultats d'un modèle interne, en fait, permettent d'établir justement des procédures, des règlements beaucoup plus efficaces. Donc là, on part du quali, on repasse par le quanti, on repart au quali. Donc on voit bien que c'est complètement combiné. Pourquoi s'amuser à finalement diviser ces deux approches et ne faire que l'un ou que l'autre? Par ailleurs, quand on regarde un petit peu, et ça on a déjà discuté, de cette connexion des interdépendances, elle ne peut pas s'appréhender sans une bonne gestion qualitative, puisque ça nous permet, dans un premier temps, d'explorer un petit peu toutes ces formes de dépendance, toutes ces relations entre les risques. Et c'est seulement après que finalement on se proposera d'essayer de quantifier, de mesurer et de modéliser ces interdépendances. Donc c'est à nouveau prévoir cette gestion, et c'est vraiment le propre de la gestion des risques, avec les deux aspects combinés, et qu'il serait stupide de diviser, ça je pense que vous l'avez bien compris. Et bien évidemment, ça signifie aussi, étant donné ce monde aléatoire, ce monde stochastique, on a vraiment de plus en plus besoin de la science. Et ça ne signifie pas à nouveau la transformer en religion, mais c'est indispensable finalement pour essayer de comprendre un petit peu mieux le monde dans lequel on vit. Je suis très très heureux parce que je ne croyais pas si bien dire, et je voulais la provoquer tout à l'heure quand j'ai dit Marie a la réponse. Mais en fait, je pense vraiment que c'est la réponse, et je voudrais préciser pourquoi. Très rapidement, avant qu'on vous passe très vite la parole, et nous conclurons ensemble ensuite, je propose, il y a des propos que Michel et Marie souhaiteraient dire, mais très vite, une chose, c'est qu'on constate, tout à l'heure, quand Michel disait, voilà, il y a des risques systémiques, et comment faire, et je pense que c'est intéressant de noter que dans les situations de crise, en théorie des organisations, on s'aperçoit que le fait que des acteurs puissent sortir du système est extrêmement efficace. Et sortir, ça veut dire prendre distance, prendre du recul avec les données dont on dispose. Or, les données dont on dispose, ce sont les données qu'on utilise sur le court terme et qui tous très souvent, parce qu'elles sont éprouvées, connues, sont modélisées, voire quantifiées. Et du coup, l'équivalent de l'approche qualitative, c'est la prise de distance où on sort du système. Mais ce que vient de dire Marie, c'est qu'il faut être dedans et dehors à la fois. Si on est tous dans le système, il arrive des crises comme celle que Michel a décrite, et c'est la catastrophe. Et peut-être qu'un des moyens de répondre, c'est d'habituer les acteurs à jouer, comme Marie te le suggère, sur les deux tableaux, d'être dans le système et en dehors du système, de jouer le jeu du système et d'être capable d'en douter. Et ça, c'est sans doute quelque chose d'essentiel, mais vers quoi il faudrait travailler cette possibilité au niveau collectif. Voilà, moi je voulais juste signaler ça. Je propose que, pour l'instant, je crois que Michel et Marie sont d'accord, nous attendons vos réactions, questions, commentaires, indignations, corroborations, tout ce que vous voulez. Et pour continuer l'échange et revenir ensuite à ce que Marie et Michel souhaiteront dire en conclusion. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter simplement pour que le public repère qui vous êtes. Pierre Mira, EDF. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup tourné autour de la limite de l'inconnu, du possible et l'impossible. J'ai l'impression un petit peu dans votre conclusion, est-ce que vous n'êtes pas en train de découvrir dans ce domaine scientifique la non-objectivité de la science? Est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire le cheminement de la mécanique quantique d'il y a 60 ans, qui découvre qu'elle ne peut pas se séparer du système sur lequel elle agit?
et que le mécanisme de sortir du système ou rentrer du système prouve bien que aussi bien les observations que vous avez faites qu'aussi bien votre façon même de raisonner dépend de la finalité auquel vous voulez accéder. Et c'est parce que vous avez certaines finalités que vous avez développé des modèles qui vous permettent d'atteindre cette finalité. Est-ce que vous n'êtes pas, est-ce que c'est pas là où on a la complexité d'être chahuté par quelque chose qui n'est pas objectif, alors que quand on prend une assurance, on veut bien une couverture de risque, quoi. C'est très objectif. Moi, je trouve. Alors, Michel, Marie. Donc, bon, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne le verrai pas complètement comme ça en tant que scientifique. Pour moi, c'est j'observe certaines choses et ce qui m'intéresse, même quand je viens avec un modèle ou comme ça, c'est finalement essayer de façon objective, puisque je pars d'une observation. Bon, bien sûr, c'est dans un certain cadre, donc il y a toujours un côté biais, mais c'est essayer à partir de ces données de comprendre vraiment le phénomène sous-jacent. Donc c'est pas, et ça rejoint un peu ce qu'avait dit Michel tout à l'heure, au sens où on ne cherche pas à, comme beaucoup d'économistes, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, à essayer de plaquer, d'utiliser des données pour faire dire pour coller à une théorie. C'est on découvre. Donc on a des données, on observe, et à partir de ça, est-ce que je peux comprendre? Bon, je n'ai pas la prétention de comprendre tout le phénomène, mais essayer de simplifier les choses pour avoir accès au modèle sous-jacent, à vraiment un phénomène qui existe et qu'on perçoit selon différentes façons au niveau des données. Donc, je n'appellerais pas ça, disons, non-objectivité, puisque, disons, en tout cas, en tant que démarche scientifique, justement, on cherche à l'objectivité. Alors, qu'on l'atteigne ou pas, c'est une autre histoire, mais au moins la démarche de le faire se veut objective. Alors, je vais le dire autrement, est-ce que vous n'êtes pas, du coup, dans la compréhension de la raison limitée? C'était un peu ce que je voulais discuter. Moi, ce qui me fascine, bon, j'ai fait un doctorat en physique, donc la mécanique quantique, c'est une chose qui m'a toujours beaucoup fasciné. Ce qui me fascine dans la mécanique quantique, c'est qu'elle est basée sur un principe de non-connaissance. Le principe d'incertitude vous dit qu'il y a des choses que vous ne connaîtrez pas. Ça ne nous a pas fait jeter la méthode scientifique, ça nous a permis de construire une méthode scientifique, une théorie scientifique qui est extrêmement puissante. Notre ordinateur, le laser, ça vient de ça. Ça vient de la compréhension que la raison s'est donnée des limites de la raison. Et je suis convaincu qu'au niveau de la gestion des risques, ça doit être la même chose. Il faut être capable de mettre la contradiction au centre de notre réflexion et de notre compréhension. Bon, j'allais rebondir, mais je pense que c'est bien que vous continuiez à prendre la parole. Éventuellement, tout à l'heure, on y reviendra. D'autres réactions, interventions, commentaires en reprenant ce qui vient d'être dit ou d'autres thèmes, d'autres questions? Bonsoir, Juliette Bugnon pour AXA. Approchez bien le micro, s'il vous plaît. Pardon. En fait, je voudrais vous proposer un parallèle entre ce dont vous avez parlé à la fin sur les approches quantitatives, qualitatives, et il me semble des phénomènes de société actuelle, c'est-à-dire le fait qu'on est passé d'une société assez greedy, assez avide, à une société où finalement on essaye de devenir plus raisonnable, plus équilibré, et de la même façon on essaye de passer du quantitatif au qualitatif et de mixer les deux pour avoir une approche qui va être plus stable, plus robuste. De même, on voit des phénomènes de développement durable, on fait plus attention à ce qu'on mange, et toutes sortes d'autres phénomènes de société qu'on pourrait aborder. J'ai l'impression que finalement, la modélisation est un autre aspect de cette nouvelle manière de vivre ou d'appréhender les choses. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que ce qui caractérise cette opposition, c'est la non-compréhension de la contradiction, pour revenir à ce que je disais. Cette contradiction, on ne la résoudra pas. La seule façon d'être opérationnel, c'est de jouer avec.
c'est de jouer le quali et le quanti ensemble. On ne va pas les résoudre. On ne va pas un jour faire que des modèles mathématiques. On ne va pas un jour faire que une approche qualitative des choses. Mais en les jouant ensemble, on sera beaucoup plus efficace. Effectivement, c'est la même chose. Je donnais l'exemple de Ackermann avec ses 25% de rendement sur action. C'est exactement ça. Ce n'est pas accepter la contradiction. Je ne peux pas faire 25% de rendement sur action sans prendre d'énormes risques. Moi, je trouve très intéressant, en entendant comment évolue le débat, de signaler ceci, c'est que très longtemps, la culture, en tout cas en Europe, a été marquée par une approche qualitative et qui était le règne de la philosophie comme science reine. Et le moyen de la philosophie, c'est la langue naturelle. Et puis, ça a basculé au moment de la Renaissance vers le fait que les mathématiques deviennent la science reine et qui amène à la quantification. Ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est qu'on est en train d'arriver peut-être à une nouvelle Renaissance où nous sommes obligés de regarder à plus long terme ce que valent philosophie, c'est-à-dire quali, et mathématiques, c'est-à-dire quanti, ensemble. Et peut-être que ça, c'est le début d'un véritable approfondissement, d'une capacité résiliente à encaisser les contradictions réelles de l'existence, pour le coup, hein, qu'on a en science, qu'on a dans la vie de tous les jours, dans les organisations, et qu'on a quand on rencontre des événements incertains qu'on aurait bien voulu contrôler, quoi. D'autres questions suivantes? Alors, Vincent Motti, d'AXA. Moi, je voulais avoir votre vision sur le sujet de la résilience. Quand on tire le parallèle avec l'Empire romain, qui était aussi une société complexe, interconnectée, basée sur le bassin méditerranéen, une des visions des causes de sa chute est basée sur un risque systémique d'invasion barbare qui, en rompant certaines des connexions entre des centres d'approvisionnement de la capitale romaine, a entraîné la chute de l'ensemble du système. Donc ma question, c'est, finalement, peut-on être complexe et résilient? Ou la résilience réside-t-elle dans la simplicité, peut-être un peu fruste? Chacun passe la parole à l'autre. Je propose du coup de saisir l'occasion. Moi, je voudrais juste te dire quelque chose qui est le pari de la chair de la complexité. Évidemment, on ne saura que à la disparition de la chair, et on ne sait pas quand, si on a réussi ou pas, mais c'est en gros de dire, si on ne reconnaît pas la complexité des choses et qu'on veut les approcher de manière simpliste, là on provoque une complexité ingérable, au pire sens du terme. Si en revanche on reconnaît la complexité des choses, entre autres leurs contradictions, l'incertitude, le caractère fragmentaire et gigantesque des informations à traiter, le temps qui s'accélère et pourtant on est dans le court terme mais sur le long terme, tous ces éléments-là font que peut-être on acquiert comme une attitude, on intériorise une capacité qu'on peut cultiver de résilience et la complexité, quand elle est reconnue, deviendrait un atout. Mais c'est un pari pour l'instant, je ne sais pas si Pascal l'aurait fait, donc je ne dis pas plus. Mais peut-être Marie et Michel veulent-ils réagir sur ce point risqué de ma part, hein, pour ma propre... Mais je pense qu'effectivement, il y a... Et pour moi, je pense que le XXe siècle restera comme un siècle terrible dans l'histoire. Mais il a compris une chose, c'est que on ne peut pas résoudre la contradiction. Et ça, c'est un progrès que les Romains n'avaient pas compris. C'est-à-dire que c'était un système décentralisé, mais très centralisé. Et le jour où l'invasion arrive, eh ben, ça s'écroule. Je pense que cela devrait nous permettre d'amener de la résilience. Je suis optimiste, mais je pense qu'effectivement, c'est cette compréhension du fait qu'on ne peut pas résoudre la contradiction. On ne peut pas être blanc ou noir sur ces choses-là. Moi, je trouve que grâce à vos questions et aux apports de Michel et Marie, on est en train d'aborder des questions très très fondamentales qui, dans quelques instants, mériteront d'être continuées autour d'un tout petit peu de pétillance et non pas de résistance. Mais est-ce qu'il y a une ou deux autres questions peut-être encore dans le périmètre de notre échange ici, avant de passer... Merci. Éric Bazen, Société Générale. Je voudrais revenir sur... Un peu plus près le micro, si vous voulez bien. Je voudrais revenir sur une chose qui a été dite un petit peu plus tôt, je crois que c'était Michel, en fait. Nous sommes devenus intolérants au risque car nous avons beaucoup gagné.
Et en y repensant, je me demande si ça ne peut pas être l'origine d'une différence d'aversion pour le risque entre le continent américain et le continent européen, avec un continent américain beaucoup plus tolérant au risque, et le vieux continent qui voudrait protéger en fait sa richesse un peu passée avec une croissance plus faible et qui du coup serait beaucoup plus averse au risque. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, disons, effectivement, on peut faire ce parallèle. Je l'aurais fait même encore plus volontiers entre le vieux continent, l'Europe et l'Asie, où on voit finalement en fait qui vivent avec les risques. Ils sont beaucoup moins et finalement ils cherchent à les gérer. C'est quelque chose qui retraduit ce que vous dites, avec vraiment le côté vieille Europe où on vit un petit peu sur nos acquis, on a été habitué, on a expérimenté aussi peut-être beaucoup moins d'événements. Il y a aussi quand même beaucoup ça. Je pense qu'en termes, on a été très protégés ces dernières années, tout se passait un peu ailleurs. Mais je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord sur ce passage, donc je déclinerai plus volontiers avec l'Asie en fait. Moi, je voulais juste ajouter en passant que je ne suis pas si sûr qu'aux États-Unis, on ait cette culture du risque. Dans la gestion des ressources en termes de marché de l'emploi peut-être, par exemple, mais il y a des degrés de contrôle, par exemple des relations entre les genres, hein, mais c'est plus que de l'audit. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une maîtrise souhaitée de ce qui tient du relationnel, par exemple, qui en principe n'est pas tout à fait quantifiable. Donc je pense qu'il faut creuser ce point éventuellement. Michel, est-ce que tu veux ? Moi, je voulais ajouter une petite perspective historique. Quand même, l'Europe a connu 2 guerres mondiales qui ont saigné l'Europe. Et si vous voulez, je pense que dans l'inconscient collectif, on s'accroche à ce qu'on a réussi à faire ces dernières années. L'Amérique ne l'a pas connu. Et le jour où elle a connu, par exemple, l'attentat de 2001, la réaction en termes d'intolérance au risque a été énorme. Je ne sais pas si vous avez voyagé aux États-Unis en 2001, à la fin de 2001, moi je l'ai fait. Je peux vous dire, les contrôles c'était infernal. Oui, alors juste pour illustrer, peut-être je parlais d'une aversion pour le risque plus faible sur le continent américain. Je pensais à l'investissement. En fait, les Américains qui sont une proportion d'actions beaucoup plus forte chez les particuliers, qui sont beaucoup plus emprunteurs, qui sont très endettés, etc. En fait, en termes d'investissement, en fait. C'est une culture si vous voulez, par rapport au risque financier qui est différente de l'Europe. Ça, c'est vrai. Mais par contre, tu mentionnais le risque social, et en général, c'est quand même les Américains qui critiquaient le fait qu'il y avait des morts en Irak. Je veux dire, il y a une aversion au risque, par contre, social, si vous voulez, et une intolérance au risque beaucoup plus grande. Alors peut-être que sur la partie financière, on devrait la prendre en Europe, et sur la partie sociale, peut-être les Américains devraient aussi un peu apprendre de nous. Mais là encore, en fait, c'est un peu cette contradiction. Mais je pense que vous avez raison. En même temps, en termes culture, dans ces pays un peu plus nouveaux par rapport à l'Europe, il y a une prise de risque. On le voit même dans leur façon de gérer leur carrière, pas simplement d'un point de vue investissement. C'est des gens qui se lancent, qui osent faire plein de choses, alors qu'un Européen sera beaucoup plus frileux là-dessus, sera plus dans des normes et... En Asie, idem. Donc, quelque part, je pense que c'est un petit peu lié à ce côté nous. Bon, encore, et justement, on va vraiment en gradation entre l'Europe, les États-Unis, et puis l'Asie, l'Australie, où en fait, ces pays nouveaux, finalement, ont un petit peu moins d'appréhension à bouleverser, changer les choses, prendre des risques. Une dernière question peut-être, avant que nous n'allions partager, continuer les échanges informellement. Pas le cas, je propose que Michel et Marie, chacun tour à tour, disent ce qu'elle et il estiment important de dire en conclusion de... Merci.
en conclusion de cet échange, qui peut-être n'a pas de conclusion. Mais en tout cas, moi je souhaiterais juste dire quelque chose que j'ai relu dans un journal qui entre les deux tours des élections régionales, et c'est un magnifique extrait de René Char. Alors les circonstances étaient autres, elle était sur les conditions politiques actuelles, etc. Mais c'était quelque chose qu'au fond peut-être on pourrait proposer à méditation à Michel et Marie. René Char dit à chaque effondrement des preuves scientifiques, par exemple, le poète répond par une salve d'avenir. Alors je ne sais pas si ça vous inspire, mais voilà ce qu'on trouvait entre les deux tours des régionales en France, dans un des journaux, des quotidiens à grand tirage. Mais vous n'êtes pas obligé du tout de vous... On attendra les bulles pour pouvoir répondre à une question et être en phase avec les poètes. Et pour l'instant, avant les bulles, votre bulle papale éventuellement... peut-être, pour continuer, pardon, j'ose cette confidence que je trouve intéressante à dire. Un sociologue, François Ewald, a fait une thèse remarquable en sociologie où il disait, au fond, les assurances ont remplacé Dieu. J'ai cet honneur immense d'être très très bien entouré, évidemment. Donc, je propose de passer la parole au divin pour la conclusion de ce débat. Je ferai le Saint-Esprit, si tu le permets. Donc, effectivement, pour conclure, en fait, sur cette gestion des risques comme telle qu'elle est abordée, il faut bien voir des crises, il en existera tout le temps, toujours. Je veux dire, on peut pas, on n'est pas Dieu, justement, on ne peut pas prévoir, savoir quand aura lieu la prochaine crise et comment. Mais en tout cas, on peut éviter les conséquences, disons, ou au moins bien gérer leurs conséquences et de rendre finalement un système plus efficace dans cette gestion de l'incertitude. Donc ça, c'est un premier aspect. Oui, et l'autre que je voudrais vraiment souligner, je ne voudrais pas que vous partiez d'ici en pensant que les risques, c'est quelque chose de mauvais. Pas seulement financier. La prise de risque, je pense, est une source d'innovation et de progrès. Et on en a besoin. C'est pour ça que la gestion devient importante. Oui, j'aimais bien, en fait, un informaticien. Donc, c'est une petite histoire, en fait, que devrait raconter plutôt Michel, puisque c'est quelqu'un de l'ETH de Zurich qui voyait même, en fait, dans le développement technique, le développement informatique, il disait, finalement, on a également un risque là-dedans. Et finalement, il prenait une analyse de risque, même pour ce développement informatique, en disant, maintenant, on ne peut plus construire ces châteaux forts. Donc, les risques, ils existent, il faut faire avec. On ne va pas se construire un château fort pour les éviter. Pourquoi c'est complètement inconcevable, en fait, à notre époque, où on a bien vu qu'en termes de réseau, de communication, c'est une communication mondiale. Donc, à nouveau, je pense que là encore, même un exemple où habituellement chaque compagnie, chaque institution cherchait à se barricader, même d'un point de vue informatique, je trouve que c'est très caricatural de ce qui se passe, au sens où les risques, ils existent. Il y a plein de risques extrêmes, on a bien vu que ça c'est qu'on les vit en plus. Donc, encore une fois, il n'y a pas de mystère, on va pas les éviter, ils existent. Par contre, il faut vraiment améliorer cette compréhension, tant, et là je reviens sur le côté Cali-Conti, avec du bon sens, avec notre réflexion, également expérience. Je pense que l'expérience, je pense que parmi les professionnels, c'est quelque chose qui compte énormément, mais également donc avec ces nouveaux challenges, finalement, cette réflexion par rapport à ça pour comprendre ce qui se passe. Et là, je pense que les scientifiques ont quand même leur apport donc pas les seuls, mais je veux dire avec ce questionnement pour essayer de simplifier un petit peu les vues et d'aller plus loin que ce que l'on peut voir pour comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, je pense qu'on peut retenir des propos de Michel et Marie que le risque et l'incertitude ne sont certainement pas seulement une menace, mais également une chance. C'est un peu la traduction du propos de Michel et de Marie au tout début. Si nous partons convaincus de ceci, c'est que oser le risque, c'est aller vers un avenir, vers soi-même d'une manière ou d'une autre, mais même si on ne sait pas où on va, et que c'est peut-être là qu'il y a les chances à saisir, on a sans doute pris la bonne résolution. Quant à savoir ce qu'on peut faire lors de l'effondrement des preuves,
des salves d'avenir et quel contenu on leur donne, je propose qu'on aille les méditer et les fertiliser par la petite rencontre qui vous est proposée maintenant. Merci infiniment à Marie et Michel de leur contribution sur un thème fondamental décidément pour notre présent et notre avenir. Et merci d'avoir été là toutes et tous. N'hésitez pas pour celles et ceux qui le souhaiteraient, puisqu'il y a pas mal de monde qui est venu, qui ne connaissait peut-être pas la chaire de la complexité. Et si vous souhaitiez être mis et mise dans la liste de diffusion des activités de la chaire, à donner vos coordonnées e-mail à Cathy Sylvestre, ici présente. Merci à tout le monde. Merci à Cathy pour l'organisation également. Et très très belle fête de fin d'année. Et on espère un beau millésime 2016, malgré les circonstances dramatiques de la fin du 2015. A tout de suite, dans des conditions plus petites.